Pour remarquer la frontière entre la France et la Belgique, il faut vraiment regarder de près. Mais ce qui frappe rapidement, ce sont les différences de culture cycliste. Il y a plus de pistes cyclables, beaucoup plus de cyclistes, et près de 50% des cyclistes sont des femmes. Eh bien, ici, sur la côte de la mer du Nord, les Belges parlent aussi le néerlandais et non le français. Jusqu'à Newport, l'Eurovélo 4 s'éloigne de la côte d'environ 3 km dans les terres. Ce n'est qu'après avoir passé un monument commémorant le front occidental de la Première Guerre mondiale que l'on revient à la côte. Après quelques kilomètres, le paysage côtier change. Malheureusement, pas à son avantage. Tout est construit et orienté vers le tourisme. Par endroits, un tramway et une route semblable à une autoroute passent à proximité immédiate de la plage. Je suis heureux lorsqu'à Ostende, je bifurque enfin vers l'intérieur des terres. J'ai deux raisons de faire cette excursion. D'une part, je veux aller voir Bruges. Et l'Eurovélo 4 laisse cette ville, tout comme Caen et Bayeux, à gauche ou à droite. D'autre part, l'Eurovélo 4 continue comme prévu vers la province hollandaise de Zélande, en utilisant une liaison par ferry. Cela signifie qu'il suit la côte de la mer du Nord jusqu'à Vlissingen, et bifurque ensuite vers l'intérieur de l'Europe, en direction de Breda, Venlo et la région de la Ruhr. Comme la chambre d'hôtel la moins chère de Zélande, malgré la basse saison, s'élève à 200 € ce week-end, selon Booking.com, je renonce avec gratitude. Je ne suis pas une colonie hollandaise et ne suis donc pas habitué à de telles formes d'exploitation. À la place, je commence par une journée de tourisme à Bruges. La vieille ville compacte et facile à explorer à pied et la célèbre tour de l'hôtel de ville, le Beffroi, me donnent une belle vue d'ensemble. Aujourd'hui encore, aucun bâtiment ne peut dépasser cette tour de 95 mètres de haut datant du haut Moyen-Âge. De Bruges, je continue à vélo jusqu'aux environs d'Anvers. Je passe la nuit à Zwijndrecht, sur la rive ouest de l'Escaut, mon seul contact avec ce fleuve. Le lendemain matin, je passe sous l'Escaut à l'aide du tunnel Sintana-Tunnel. Celui-ci est réservé aux piétons et aux cyclistes. Les ascenseurs sont en panne ce jour-là, mais les escalators fonctionnent et fonctionnent bien, même s'ils ont l'air centenaires. Après une courte promenade dans le centre d'Anvers, je pars en direction de la frontière hollandaise et de Breda. Le paysage est plat et sans grand intérêt, mais les pistes cyclables sont excellentes. Après à peine 30 km, je franchis la frontière
dont on ne remarque presque rien, dans le meilleur style européen. Les pistes cyclables s'améliorent encore un peu, et après 20 km supplémentaires, j'arrive à la petite ville de Breda. C'est aussi le point le plus au nord de l'ensemble de l'Eurovélo 4. De là, je continue vers Tilburg. Mon hôtel se trouve au sud de la ville, directement sur l'itinéraire de l'Eurovélo 4, qui traverse ici des zones rurales où le renard et le lièvre se disent bonne nuit. Il s'agit d'un ancien monastère cistercien reconverti, dont seule l'église sert encore à sa fonction première. Sur mon chemin, je fais une expérience peu réjouissante. Il semblerait que les pistes cyclables néerlandaises, très bien aménagées, aient un effet corrosif similaire à celui des autoroutes allemandes. De nombreux cyclistes se comportent comme des conducteurs de BMW ou de SUV. Dans aucun autre pays européen que j'ai traversé à vélo, on ne roule aussi vite et de manière aussi imprudente. Mais ce ne sont pas les cyclistes irrespectueux, c'est la jante de ma roue arrière qui m'empêche d'avancer le lendemain. Alors que je fais le tour d'Eindhoven, des bruits étranges de frottement se font entendre. Comme j'avais prévu d'aller au moins jusqu'au Rhingo, j'essaie d'ignorer les bruits et de continuer à pédaler. Cela dure encore un quart d'heure, puis j'ai une grosse crevaison à la roue arrière. Lorsque j'examine la situation de plus près, il devient immédiatement évident que tout espoir de continuer à pédaler est illusoire. La jante de la roue arrière de mon Maxi Curl présente une fissure massive de 10 cm de long. La chambre à air gonfle et est déchirée par les patins de frein. Il n'y a rien à faire. Mais j'ai de la chance dans mon malheur. Après avoir poussé le vélo sur 3 km, j'arrive à la gare de Deurne. Là, je prends le train pour Venlo, puis le VRR m'emmène à Düsseldorf. Ce n'est qu'en septembre que je reprends mon tour sur l'Eurovélo 4. C'est la première fois que j'utilise un e-bike pour un tour à vélo, car je veux faire les plus longues étapes journalières possibles, surtout sur le trajet à travers l'Allemagne. Je connais déjà beaucoup de villes, le long du Rhin et du Main. Les seuls endroits où je prévois de passer une journée entière sont Schweinfurt et Bayreuth. Mon arrivée à Deurne, aux Pays-Bas, se passe sans problème, et dès le premier jour, je parcours près de 130 km avec le nouveau Lemo One. Tout d'abord, je pédale à nouveau sur des pistes cyclables typiquement hollandaises, bien aménagées, à travers des paysages typiquement hollandais, avec beaucoup d'agriculture intensive et beaucoup de vaches, et une forte odeur d'engrais dans l'air, jusqu'à la ville frontalière de Venlo. Je traverse la frontière proprement dite dans la zone protégée des Eronger Buschberg et de la Wankumer Heide. La piste cyclable est ici bien aménagée et l'ensemble est un plaisir pour les yeux et le nez. Cela change brusquement dès que je quitte la zone de protection du paysage et que je pénètre dans la zone urbanisée de Viersen. Ici, on a surtout une impulsion, celle de le traverser le plus vite possible. Après notre fuite de l'ex-RDA, ma famille avait vécu ici pendant 2 ans, mais je ne me souviens plus de rien. C'est probablement une chance. En passant par Neuss, qui dégage une impression d'habitabilité similaire à celle de Viersen, j'atteins enfin les rives du Rhin et Düsseldorf. Ici, l'Eurovélofour n'est indiqué nulle part, mais il est difficile de rater la piste cyclable de la rive droite du Rhin. Le fait que le PIB par habitant de Düsseldorf soit bien plus élevé que celui de Neuss ne se voit pas seulement aux voitures, mais aussi aux vélos.
Depuis que j'ai quitté la Hollande, c'est la première fois que je rencontre des cargo bikes au prix exorbitant qui sont devenus un symbole de statut social presque plus important qu'une Mercedes de classe S, en particulier auprès de la clientèle verte. Peu après Düsseldorf, le Smart Pack de mon Lemo One abandonne. La batterie est vide. Je parcours les 25 derniers kilomètres jusqu'à Hitdorf, près de Leverkusen, en pédalant de manière analogue. En compensation, je peux profiter d'un magnifique coucher de soleil sur le Rhin. L'Eurovélo 4, la route d'Europe centrale, traverse très majoritairement l'Allemagne en suivant les vallées des fleuves Rhin et Main. Une seule étape d'une journée, de Bayreuth à la frontière tchèque, passe par la forêt du Haut-Palatinat. Cependant, les paysages de ces vallées fluviales diffèrent considérablement. Vastes plaines alluviales, coteaux en terrasses avec vignobles, étroites vallées de percée du Rhin à travers les montagnes moyennes. Un grand avantage de ce parcours est, comme pour la piste cyclable du Danube, qu'il n'y a pratiquement pas de dénivelé à franchir. Entre Düsseldorf et Bayreuth, le dénivelé est d'à peine 300 mètres, et ceux-ci sont répartis sur 800 km. Pour de tels trajets, mon Lemo One, le vélo d'une start-up chinoise, est idéal. Son moteur électrique, une traction arrière, n'est ni très puissant ni bien réglé. Mais en contrepartie, sur un parcours à peu près plat, on peut parcourir près de 100 km avec la batterie contenue dans le Smart Pack, d'une capacité de 540 Wh. Et on peut facilement détacher l'ensemble du Smart Pack du vélo et le recharger séparément. Sur le Rhin et le Main, je parcours ainsi sans problème 100 à 120 km par jour. Mais je n'atteindrai les 130 km que si je roule les 20 à 30 derniers kilomètres de manière analogique. Pour cela, le moteur peut être découplé de l'axe de la roue arrière. Cela n'apporte pas grand-chose, bien sûr. Le fait que les bics soient un poids plume de 19 kg est bien plus important. En République tchèque, où le terrain est nettement plus vallonné, il ne fait d'ailleurs pas aussi bien ses preuves. De Düsseldorf à Wiesbaden, l'Eurovélo 4 emprunte la piste cyclable du Rhin. Avec le Lemo One, j'y parviens sans problème en passant 2 nuits à Remagen et Bacharach. Bien que du premier jour, je ne puisse en fait utiliser que l'après-midi pour faire du vélo. Le matin, je passe la plupart de mon temps sous un pont de Cologne à essayer d'endurer les fortes pluies. Je profite des courtes pauses pour avancer, mais cela ne sert pas à grand-chose. Vers 14 heures, les gros nuages de pluie se dissipent et je peux continuer à pédaler vers Bonn. Pour cela, j'emprunte la Willy Brandt-Straße. Elle restera gravée dans ma mémoire. Je me fais d'abord engueuler, probablement en arabe ou en turc, par un concitoyen immigré. Je ne comprends pas grand-chose. Mais le fait que je ne sois pas le bienvenu dans cette rue est assez clair. Un autre conducteur de voiture de sport s'exclame dans un allemand parfait « Il y a tellement de pistes cyclables, pourquoi devrais-je emprunter cette rue ?» Je garde mon souffle pour la réponse. Ce sont des automobilistes allemands. À la tombée de la nuit, j'arrive au pont de Remagen, dont il ne reste que les 2 tours. Non loin de là, je m'installe à l'hôtel sur les rives du Rhin. Le lendemain matin, un léger brouillard flotte encore, mais une belle journée s'annonce. Idéal pour le parcours central du Rhin-Moyen. Comme nous sommes outre un samedi, les touristes se pressent déjà sur les rives. Ma première destination est Koblenz. Je passe d'abord par plusieurs petits villages joliment décorés
avec de nombreuses auberges. Puis, une série de ponts et un téléphérique, et je suis déjà au coin allemand. Celui-ci est difficilement accessible en raison d'une fête estivale. Eh bien, en fait, j'aurais pu m'en passer. De Koblenz, il y a encore une bonne cinquantaine de kilomètres jusqu'à Bacharach. Même avec un vélo électrique, le chemin est long. Sur de longues distances, il n'est pas non plus très beau. La piste cyclable sur la rive gauche du Rhin passe souvent à côté d'une voie rapide, très fréquentée en raison de la profonde vallée de Percé. Même la vue sur le château de Marksburg, le château de Katz et la Loreley ne sert à rien. Je suis heureuse d'arriver enfin à Bacharach. En raison du week-end, cette ville rhénane romantique est envahie par les touristes. Mais je trouve tout de même une bonne chambre. L'Eurovélo 4 officiel mène de Bacharach à Bingen, puis à Mayence sur la rive gauche du Rhin. Mais je décide de prendre le bac à Niederheimbach pour rejoindre l'autre rive. Je monte ensuite une côte assez raide et arrive ainsi directement au monument du Niederwald. La Monumental Germania est désormais inscrite au patrimoine mondial, ce qui ne la rend pas plus belle pour autant. Mais la vue sur les vignobles du Rheingau compense en partie. Pour aller avec, une fanfare néerlandaise propose une musique héroïque près du temple de Niederwald. Heureusement, il ne s'agit pas de quelque chose de nationaliste, mais qui va plutôt dans le sens de Star Wars. La musique du film A Bridge Too Far est également présente. Après avoir écouté un moment, je descends tranquillement à vélo dans le Rheingau, puis je suis la piste cyclable jusqu'à Wiesbaden. Là, j'ai un hôtel juste à côté du parc municipal et le soir, je mange une tarte flambée sur les rives du Rhin. Je l'accompagne d'un Riesling du Rheingau demi-sec. Le lendemain matin, je pédale en direction du Main sur des pistes cyclables le long des berges, mais aussi à travers des zones industrielles et un enchevêtrement de grandes routes. À Flörsheim, je passe sur la rive gauche du Main et me retrouve sur une piste cyclable qui traverse de vilaines zones industrielles et portuaires. Sans transition, je me retrouve sur un site idyllique. La chapelle Mönchhof, datant de l'époque baroque, est entourée d'un petit cimetière et se trouve à la périphérie de l'aéroport de Francfort. Au-dessus de nous, les grandes frondes de CO2 s'élèvent et s'abaissent toutes les minutes. Un avant-goût de la métropole du Main. Il existe en Allemagne toute une série de villes laides, mais je trouve personnellement que Francfort mérite une place d'honneur. Heureusement, la piste cyclable du Main permet de découvrir la ville sous son aspect le plus inoffensif.
On traverse presque tout Francfort à vélo sur la rive gauche du Main. La quasi-totalité du parcours est sans voiture, et il y a même un peu de verdure. Manhattan n'est visible que de loin, et c'est donc tout juste supportable. Lorsque je sors à nouveau de la ville à l'est, un panneau indicateur m'explique que je ne suis pas seulement sur la piste cyclable du Main ou sur l'Eurovélo 4, mais aussi sur le sentier du Spätlesreiter. C'est au coursier de l'évêque qui avait 2 semaines de retard. Peut-être avait-il en partie du sang français dans les veines que nous devons la découverte de la vendange tardive. Celle-ci contient des raisins atteints de pourriture noble. Je passe devant le château de Rumpenheim, une ancienne résidence princière où l'empereur François-Joseph et le tsar Alexandre III ont déjà séjourné. Et j'arrive maintenant dans des contrées plus calmes. Mais il reste encore 40 km jusqu'à Aschaffendorf. Avant d'atteindre la ville, je passe à nouveau sur la rive gauche du Main. J'entre ainsi directement dans Aschaffenburg en passant par les 2 principales curiosités. L'emblème de la ville, visible de loin, est le château de Johannisburg. Ce magnifique bâtiment remonte à l'époque de la Renaissance et fut la 2e résidence des archevêques de Mayence jusqu'en 1803. Aujourd'hui, il abrite plusieurs musées, dont une importante collection de peintures. La 2e attraction importante se trouve elle aussi directement sur les rives du Main. Le Pompeianum est la réplique d'une villa romaine. Le modèle était la Casa di Dioscuri à Pompéi. Le commanditaire de la réplique était le roi de Bavière Louis Ier. Aussi impressionnante que soit cette résidence, l'atmosphère est plutôt celle d'un musée. Elle n'arrive pas à la cheville de la vraie Pompéi. Pédaler en une journée d'Aschaffenburg à Würzburg, la capitale du Main, c'est trop pour moi, même avec le Lemo One. Pour répartir la longue distance de manière plus ou moins régulière, je passe une nuit à Marktheidenfeld. Je commence par pédaler jusqu'à Miltenberg, au coude du Main. La petite ville n'est pas seulement située sur la route des Limes, mais aussi dans l'État libre de Bavière, le sous-État libre de Basse-Franconie. Comme il se doit pour un ancien pays romain, le vin pousse ici aussi sur les coteaux en terrasse. Cette année du moins, il bénéficie d'un ensoleillement généreux. Sur les versants de la vallée qui montent abruptement vers le Spessart, on voit aussi régulièrement de grandes parois rocheuses et des carrières. C'est ici que le grès rouge du Main est exploité. Il s'agit d'une sous-formation du Buntsandstein qui prédomine également dans l'est de la Forêt Noire. Il était déjà exploité à l'époque romaine et utilisé pour de nombreux bâtiments historiques. De là, je continue vers Wertheim. À mi-chemin, j'atteins le château de Henneburg. Cet ancien château fort d'altitude des Stoffer se trouve sur la rive droite du Main et a appartenu un temps à l'ordre teutonique. Wertheim et son château, situé sur un éperon abrupt, entre les vallées du Main et de la Tauber, n'appartiennent plus à la Bavière. C'est la ville franconienne la plus septentrionale du Bade-Württemberg. La région est appelée Tauberfranken. Après avoir passé la nuit à Marktheidenfeld, le voyage se poursuit d'abord vers Neustadt am Main. La petite ville est dominée par les clochers d'une ancienne abbaye bénédictine qui a été victime de la sécularisation. En contournant la boucle du Main, environ 35 km plus loin, on arrive à Laudenbach, aujourd'hui un quartier de Karlstadt. On y trouve une synagogue très villageoise datant du XVIIe siècle. Après le prodrome de novembre,
Elle a été vendue et utilisée comme grange. Elle est actuellement rénovée en tant que lieu de mémoire. Avant de pédaler vers Würzburg, je passe encore par Zellingen. Ce petit village possède une magnifique église conçue par Balthasar Neumann. Würzburg ne compte que 130 000 habitants, mais elle semble plus grande et plus importante. Contrairement à Francfort, c'est une ville qui vaut la peine d'être vue. Pour moi, c'est la plus belle ville du Main. Même Bamberg et Bayreuth sont distancés. Beaucoup de choses ont été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, mais au moins les bâtiments représentatifs et les églises ont été restaurés ou reconstruits. Mon hôtel est très central et la première chose que je fais est de me promener dans la ville et d'envoyer un cadeau d'anniversaire depuis le Bürgerspital. Avant, j'aimais beaucoup les vins de Franconie, en particulier le Sylvaner, mais entre-temps, je préfère le Riesling. En fin de journée, je retourne flâner sur le vieux pont du Main. Pour fêter ça, j'achète un Sylvaner et je porte un toast à Würzburg. Bien que nous soyons entre-temps à la mi-septembre, le temps reste estival. Depuis que j'ai laissé Cologne derrière moi, il n'est pas tombé une seule goutte de pluie. C'est par un temps radieux que je quitte Würzburg en direction de Schweinfurt. Comme je ne connais pas cette ville, j'y ai prévu une journée de repos et de visite de musée. Après 20 km, j'arrive d'abord à Ochsenfurt, au deuxième coude du Main, du moins si l'on compte dans le sens de la marche. Une fois le coude du Main contourné et 20 km plus loin, j'arrive à Kitzingen, où se trouve également un important pont sur le Main datant du Haut Moyen-Âge, qui apparaît même sur les armoiries de la ville. La prochaine destination est l'abbaye de Münster-Schwarzbach. Le monastère, dont l'histoire de la fondation remonte à plus de 1000 ans, est aujourd'hui un site important des bénédictins missionnaires. Toutefois, l'église du monastère est relativement récente. Elle a été construite en 1935 à la place des églises précédentes. À partir de Münster-Schwarzbach, je pédale à nouveau à travers des régions fortement marquées par la viticulture. De vastes coteaux en terrasse alternent avec de jolis villages. Volkach vaut particulièrement le détour. Il me rappelle les villages viticoles de la vallée du Remstal. Le paysage viticole m'accompagne jusqu'à Schweinfurt. La ville n'a rien de particulier, mais je suis là pour la journée supplémentaire, afin de visiter le musée Georg Schäfer. Il abrite la collection d'un grand industriel de Schweinfurt, axé sur le 19e siècle et vaut vraiment le détour. Malheureusement, les tableaux de Caspar David Friedrich sont déjà décrochés pour les expositions temporaires de 2024. Les deux dernières destinations de la journée sur la piste cyclable du Main s'appellent Bamberg et Bayreuth. Comme il est impossible de trouver une chambre d'hôtel à Bamberg, j'en choisis une, par la force des choses, près de Bad Staffelstein. Cela fait plus de 100 km de route. Il ne reste donc pas beaucoup de temps pour les grandes visites. Toutefois, je suis déjà allé 2 fois à Bamberg. C'est pourquoi je peux aussi prendre un peu de temps pour Haßfort. La petite localité, qui était autrefois une fortification frontalière entre les évêchés de Würzburg et de Bamberg, possède 2 églises remarquables. L'église paroissiale Sainte-Kiliane possède un maître-autel avec les statues en bois des 3 saints patrons des Francs provenant de l'atelier Riemenschneider.
Plus intéressante encore est la chapelle des Chevaliers de Santa Maria, un important édifice du gothique tardif de Basse-Franconie, et la plus ancienne église de pèlerinage du diocèse de Würzburg. De Asport, il y a une bonne 50aine de kilomètres jusqu'à Bamberg. Ici, c'est la fin du paysage viticole, on passe à la bière. Mais certainement pas moi. Dans la ville universitaire de Bamberg, je fais une longue promenade en ville. Comme c'est un samedi, quelques milliers de personnes ont la même idée. Il y a donc du monde partout. C'est tout de même agréable et cela rappelle une Tübingen franconienne. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que je continue à pédaler les 40 km qui me séparent du Landhotel Augustin, près de Bad Staffelstein. Au crépuscule, Vierze-Heiligen et le monastère de Banz se dressent au-dessus de la vallée du Main. Le lendemain, j'assiste à une impressionnante messe de patronage à Vierze-Heiligen. J'ai rarement vu un aussi beau jeu de lumière, même dans une église gothique. De là, il reste encore 60 km à parcourir jusqu'à Bayreuth. Nous longeons toujours le Main, qui n'est plus qu'un filet d'eau. Bayreuth, la plus jeune ville universitaire de Bavière, offre une multitude de curiosités. Ce n'est toutefois pas le Festspielhaus, à mon avis assez délabré, qui est inscrit au patrimoine culturel mondial, mais l'opéra baroque des Markgraves. Depuis quelques années, des festivals d'opéra et de concerts baroques y sont organisés à la fin de l'été. Les prix d'entrée se situent au niveau de la noblesse, ou plutôt du grand capital. En raison de ce festival, je ne peux malheureusement pas visiter le théâtre. À la place, je visite, outre le Festspielhaus, l'ancienne maison de Wagner et j'entreprends une longue visite de la ville. Je pars de Bayreuth pour la dernière étape de l'Eurovélo 4 à travers l'Allemagne. C'est un très beau parcours à travers la forêt du Haut-Palatinat qui se déroule en grande partie sur des pistes cyclables dédiées. Il passe d'abord par Weidenberg avant de rejoindre Marktredwitz. C'est un parcours typique de moyenne montagne, mais sans montée difficile ou abrupte. C'est une chance, car le Lemo One a du mal avec celle-ci. Après une bonne 60aine de kilomètres, peu avant d'arriver à Marktredwitz, mon SmartPack est déjà à bout de souffle et je dois passer en mode analogique. Mon objectif du jour est Konnersreuth et, sur les 15 derniers kilomètres, il faut encore grimper les collines. Le découplage, tant vanté du Lemo One, ne sert pas à grand-chose. Le jour suivant, je passe la frontière entre Waldsassen et Eger ou Scheb. C'est une frontière de l'UE. On ne la remarque pas vraiment.